Messieurs les conseillers des ministres, messieurs les présidents d'université actuels et anciens, messieurs les doyens, messieurs les représentants des académies de médecine et des académies vétérinaires, messieurs les présidents des sociétés savantes, messieurs les représentants de la mairie de Paris et de la mairie de Bière, messieurs et mesdames les académiciens, chers amis, nous sommes très heureux avec Jacques Beaulieu, l'ancien président de l'Académie nationale de chirurgie, Daniel Jay, le futur président de l'Académie nationale de chirurgie, et notre secrétaire général, de vous accueillir ici dans l'amphithéâtre Joubert, qui a été construit en 1694 par les chirurgiens de Saint-Côme et Saint-Damien pour se réunir et étudier la chirurgie de l'époque. Et pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui? C'est parce qu'il y a 20 ans, grâce à Denis Pellerin, à qui je vais donner la parole dans quelques instants très brefs, l'Académie nationale de chirurgie, qui pendant plusieurs années avait erré de siège en siège, a pu revenir sur la zone des Cordeliers, où elle avait été créée ensuite par Louis XV, mais je ne déflore pas le sujet, puisque au moins 2 orateurs vont ensuite en parler. Et donc c'est pour nous tous une très grande joie, pour ce 20e anniversaire du retour de l'Académie nationale de chirurgie sur les lieux des Cordeliers, de vous recevoir ici. Et nous allons donner tout de suite la parole au professeur Denis Pellerin, qui était président de l'Académie nationale de chirurgie à l'époque, et grâce à qui nous avons pu revenir sur les Cordeliers. Le professeur Denis Pellerin. C'est évidemment avec un grand plaisir et une grande émotion que je suis invité à vous parler. Plus exactement, à vous rappeler une fois encore, mais je ne l'ai fait qu'une seule fois, ça sera la seconde, devant notre académie, quelle fut cette folle aventure qui permit de ramener notre compagnie de Raspail, ou pas Raspail, au Cordeliers, où nous sommes aujourd'hui. C'était il y a 10 ans déjà, à la même époque, et c'était à l'occasion dévoiler la plaque commémorative figurant sur... pas de projection, de la plaque commémorative qui appelle 10 ans de retour de la compagnie sur ce site. Comment aurais-je pu imaginer alors, bien entendu, que 10 ans plus tard, aujourd'hui, vous me serez demandé de vous rappeler une fois de plus cette rocambolesque histoire, ici même, dans ce bel amphithéâtre d'anatomie, qu'en 1691, nos prédécesseurs chirurgiens du Collège de Saint-Côme donnèrent mission de construire l'architecte et entrepreneur de maçonnerie Joubert, lorsque vint pour eux aussi la nécessité de se reloger. Pour eux, ce ne fut pas non plus sans difficulté. Mais ce n'était pas parce qu'ils étaient délogés comme nous le fûmes à l'époque, mais parce que désormais rejoints par la confrérie des barbiers chirurgiens, le succès de l'enseignement du chirurgien ici était tel qu'ils ne pouvaient accueillir aux Cordeliers ceux qui se pressaient pour les écouter dans un tout petit bâtiment, on en parlera je pense après, édifié par eux déjà sur leur denier, tenez-vous bien, en 1615, par les chirurgiens jurés de Roblon qui composaient alors la commune. C'était ici même, sur un petit terrain de 3 toits et demi de côté, dans le cimetière de l'église Saint-Côme, qui occupait l'emplacement de la rue d'école de médecine et de la rue Hautefeuille, sur lequel a été construite en partie la faculté de médecine, enfin l'Académie royale de chirurgie avant qu'elle devienne faculté de médecine. Et en fait, ils l'ont construit donc sur leur denier, mais c'est là déjà qu'en 1544, une sentence du prévôt de Paris avait permis au premier d'entre eux de bâtir un appentis afin de disposer d'un local pour faciliter la consultation gratuite que depuis 10 ans déjà, ils devaient donner aux indigents le premier lundi de chaque mois. Ils y élevèrent en plus une salette, comme ils l'appelaient, pour y faire des leçons publiques, embryons de leur communauté.
Eh bien, je ne saurais évidemment trop féliciter et remercier le président, au mieux et Richard et notre secrétaire général, de leur initiative si symbolique de la vitalité et de la continuité de notre académie, qui se retrouve ici, je le souligne pour la première fois, sur les lieux mêmes de ses origines, il y a donc plus de 4 siècles. Permettez que je reste. Oui. Nous sommes en janvier 92, c'est la séance solennelle annuelle de l'Académie. Elle marque le terme de la présidence de notre ami regretté Jean-Paul Binet, le président 91. Il avait choisi de donner à son allocution la forme inattendue pour beaucoup d'une lettre qu'il adressait à notre Académie, qu'il appelait Madame, et qu'il savait mourante. Il n'était pas le seul à penser et à s'y résigner. Un mois plus tôt déjà, selon la tradition de l'Académie, le mois de décembre est celui de l'élection du bureau et en même temps du vice-président qui suggérera au président l'année suivante. Nos statuts ont changé, mais c'était déjà à peu près la même chose. Et plusieurs de mes condisciples pressentis, appelés par ordre d'ancienneté, c'était la tradition, avaient refusé. Mon tour venait, j'hésitais profondément moi aussi. Je savais que les menaces pesées sur l'Académie, à commencer par le pessimisme ambiant de quelques-uns de ses membres, qui considéraient sa disparition prochaine imminente, inéluctable du fait du développement, de l'essor des spécialités et même des sous-spécialités chirurgicales qui, les unes après les autres, fondaient leurs propres sociétés, lieux privilégiés de rencontres et de discussions pour des spécialistes de plus en plus pointus. Cependant, j'avais trop de respect et de reconnaissance pour l'Académie de chirurgie. Je y avais beaucoup appris étant chirurgien pédiatre, passant les concours de chirurgie générale. J'avais donc accepté. Alors les formes seront respectées, dépôt de candidature, déclaration, sans surprise et sans concurrent. Je suis élu vice-président. Je siégerai donc en 92 aux côtés de notre collègue lillois Michel Rivet. Dans un mois, il prendra ses fonctions de président. À cette époque où toute la vie de l'Académie était à la charge quasi exclusive du secrétaire général, tout dévoué, mais aussi tout puissant, le rôle des membres du bureau, notamment de nos présidents, était tout symbolique. Après avoir entendu le président Richard tout à l'heure, montrant que l'Académie reposait maintenant sur un bureau actif, etc., les temps ont bien changé. Néanmoins, peu après la prise de fonction du président Michel Rivet, que j'informe de mes intentions, je me rends boulevard Raspail. La secrétaire de l'Académie, que j'appellerai par discrétion Madame C, me reçut avec une grande amabilité, mais semblait terrorisée de devoir désormais compter avec un futur président enquêteur. Elle me remit, non sans hésitation, plusieurs documents répartis dans des dossiers épars, dans des cartons usagés que j'allais m'employer à étudier et reclasser. Ils seront avec bien d'autres mis très sérieusement dans les nouvelles archives quand on travaille ici. En fait, le problème ne datait pas d'hier. Il y a 20 ans déjà, en 1972, une opération immobilière de son propriétaire d'alors avait contraint l'Académie à quitter l'hôtel 12 rue de Seine qu'elle occupait depuis 1909. C'est alors que le président Georges Edelman avait obtenu d'un de ses hôteliers reconnaissants la location d'un appartement dont il était propriétaire, 26 boulevard Raspail. Logiquement, il devait servir seulement de relais en attendant l'attribution maintes fois promise à l'Académie de chirurgie d'un site définitif au Cordelier dont la restauration devait enfin être entreprise. Si ces documents faisaient apparaître que malheureusement certains de nos responsables étaient parfois demeurés plusieurs années sans apparemment soucier de la question, ils attestaient aussi des efforts déployés en vain par plusieurs de nos présidents et secrétaires généraux qui n'avaient pas ménagé leur peine. Mais de promesses en illusion, de langue de bois politique, en inertie d'administration et aussi parfois d'honnêteté de quelques-uns d'entre nous, nous avaient à l'évidence amenés à l'impasse. Et pourtant, il y avait bien eu promesse de relogement au Cordelier. Les lettres signées des ministres successifs en attestent. Mais la rénovation de ce bel édifice, demeuré seul enclave délabrée à l'entrée de ce qui était autrefois l'école pratique, posait problème. Songez, le terrain et le bâtiment historique appartiennent à la ville de Paris. L'usage est concédé au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire à l'État.
Le temps courait avec des événements inattendus. Mai 68 voit la disparition de la faculté de médecine par éclatement en 11 UR. Le président de l'université se voit confier la charge d'interlocuteur de l'État dans cette affaire. Nous suivons alors peu après la confirmation que le projet de notre logement au sein du réfectoire était confié au président de l'université. Nouvel espoir vite déçu, car le président de l'université nous fit savoir immédiatement que l'université n'avait inscrit aucun crédit pour cette rénovation. Cependant, à notre surprise, on vit un jour s'ouvrir un chantier au Cordelier, sous la direction d'un architecte éminent, M. Yves Boiret, architecte en chef des monuments historiques. Il s'agissait dans un premier temps simplement de remettre hors d'eau ce magnifique joyau architectural du XIVe siècle, l'un des plus anciens de Paris. Pas d'illusion, bien entendu, mais il faudra attendre 1978, lorsque l'architecte prend à nouveau contact avec l'Académie et lui soumet l'esquisse de ce qui pourrait être la surface qui lui serait dévolue si les travaux se poursuivent, ce qui est tout à fait incertain, je dis, et pour autant que l'Académie en finance l'agencement. Nouvelle éclaircie très brève, puisque dès 1981, alors que les travaux de la toiture ont été engagés, c'est le retour de la gauche au pouvoir, et sans tarder, le président Mitterrand se préoccupe de la célébration qu'il va faire du bicentenaire de la Révolution française. Il crée un secrétariat dont il confie la charge à Edgar Faure, que nous connaissions bien, le président Edgar Faure, ministre et auteur de la réforme de l'université, il s'attribue à cet effet toute la surface désormais disponible sous la toiture restaurée du réfectoire des Cordeliers. Existe à nouveau l'Académie de chirurgie, en tout cas au moins jusqu'en 1990. Ainsi, depuis 20 ans, dans leurs allocutions annuelles, les présidents successifs manifestaient espoir ou déception de ce projet figure d'Alsacienne. Le provisoire fit du temps et pris un coup définitif. Depuis 20 ans, les séances de l'Académie avaient lieu dans la salle du conseil de la faculté de médecine, la grande salle du conseil. Malheureusement, elle éloignait bien sûr les académiciens qui venaient le mercredi, mais qui ne fréquentaient pas du tout le 26 boulevard Raspail, qui servait seulement quelques réunions administratives. Par contre, les syndicats, en particulier les syndicats et intersyndicats des médecins spécialistes de l'hôpital de Paris, continuaient à se réunir boulevard Raspail, comme ils en avaient pris l'habitude rue de Seine depuis fort longtemps. Alors, conscient de ce qui m'attendait, je suivais avec la plus extrême attention l'OPA du président de la République sur les Cordeliers. Je connaissais la sourde et permanente rivalité entre la ville et l'État, il fallait peut-être bien se positionner. Mais bien entendu, selon son habitude, l'État, via l'université, n'avait pas pris sa part à la charge des travaux, la ville, elle, veillait. Ce qui fait que quand 2 ans plus tard, car les budgets des fêtes prestigieuses du bicentenaire avaient 2 ans à être épurés, lorsqu'en 92, Jean-Michel Jeannet, qui avait succédé au président Edgar Faure après son décès, il remis la clé. Au petit jour, le matin même, la ville de Paris en prit possession. Et elle y installa un panneau annonçant « Secrétariat des fêtes de la ville de Paris et bientôt Association pour la promotion des arts du XXe siècle ». La ville allait achever la remise en état du magnifique réfectoire des Cordeliers, que vous avez pu voir en passant, pour en faire un lieu d'exposition et de manifestation artistique sans aucun rapport ni avec l'université et bien entendu encore moins avec la médecine. L'été passé, je voyais venir le temps où le vice-président allait devenir président et c'était pas totalement responsable, je deviens plus pressant. J'ai décidé de me faire bien informer de la situation exacte de l'Académie vis-à-vis du propriétaire de l'appartement. Vous avez son siège, je me rendais à nouveau auprès de Madame C. Elle était peut-être un peu plus rassurée sur ma bonne foi et j'allais obtenir d'elle confirmation des faits dont j'avais eu l'écho mais dont je n'avais pas la connaissance des faits précis. Effectivement, l'an dernier, lorsqu'il fut élu président, Jean-Paul Binet avait obtenu de son ami David Veil, joint au téléphone à New York, à son bureau de New York, que soit suspendue durant sa présidence une mesure d'expulsion prise à l'égard de l'Académie par la compagnie désormais gérante du patrimoine immobilier de la Société française internationale qui était devenue propriétaire de l'immeuble après, bien entendu, le décès de l'opéré d'Edelman
décidé beaucoup plus tard de sa belle mort. L'ami du président à New York était un des principaux dirigeants de cette financière. Effectivement, durant toute la présidence de Jean-Paul Binet, il ne se passa plus rien. Les quittances de loyer du montant habituel d'autrefois étaient réglées, présentées et payées remis sur l'ordre. Effectivement, la généreuse mesure avait bien pris fin cette année dès le mois de février. Le président Michel Ribet n'en bénéficiait plus. La secrétaire m'avoua qu'à nouveau la gérance avait signifié le congé. Dans l'attente de son exécution, elle avait majoré massivement le loyer pour le remettre au cours du marché. Elle avouait aussi que notre dévoué secrétaire général, sur les seules épaules duquel je l'ai dit reposait le fonctionnement de l'Académie, avait répondu au gérant par une lettre qui, dit-elle, en quelque sorte, disait que voulez-vous que j'y fasse. D'ailleurs, l'Académie n'a pas d'argent pour payer. Après quoi, sans doute apaisé, il avait repris le quotidien de sa fonction. Quelques jours plus tard, elle me dit tremblante, comme elle l'était aussitôt que je lui adressais la parole, peut-être devrais-je aussi vous montrer la sommation d'huissier que nous avons reçue il y a seulement quelques jours. Je ne sais d'ailleurs pas ce que je dois en faire. Elle me tend le papier bleu qui nous convoquait au tribunal sous quelques jours pour signification d'expulsion, après non-exécution de la mise en demeure de libérer l'appartement. Je réalisais sans surprise qu'au-delà de l'honneur, mon action du président avait surtout apporté des ennuis. C'est un peu toujours comme ça, hein, peut-être un peu moins maintenant. Moi, en avez-vous parlé au président Ribet? Elle, non, vous savez, il est à Lille, c'est pas facile. Et à M. Charbonnet, oh non, il n'a rien dit, il a dit que nous ne pouvons rien. Le vice-président devant par définition seconder le président, je n'étais que vice-président, je décidais de prendre l'initiative. Sans tarder, je sollicite d'un avocat, son verdict ne nous fait pas attendre. Je cite, vous êtes dans de très mauvaises positions, néanmoins le temps de prendre contact avec l'avocat adverse suffira à faire retarder l'audience. Nous entrerons alors dans une des contenus d'appeler la trêve des confiseurs, aussi qu'il vous donnera quelques semaines de répit. Vous avez jusqu'à fin janvier pour trouver une solution. Je lui dis, mais quelle solution voulez-vous que je trouve? Il dit, faites au moins la preuve de votre bonne foi, acceptez la décision de principe du congé, le moment venu, je plaiderai le sursis exécuté, vous obtiendrez un petit délai, mais soyez sans illusion, vous devrez quitter cet appartement au plus tard dans quelques mois. Je m'en ouvre alors au président, au présumé prochain vice-président, le regretté Michel Garbet, qui entra en fonction après moi, au secrétaire général que j'ai dit était fataliste. Il semblait que chacun était que le moment était venu de reconnaître qu'il n'y avait pas de solution à la survie de l'Académie. Que faire? Je décidai de m'en ouvrir aussitôt à notre collègue regretté Georges Crémer, devenu président de l'Université Paris 5, encore un ami récemment disparu. Bien qu'il soit toujours en titre l'exécuteur des engagements, à notre égard, vis-à-vis des ministres successifs, je me gardais bien de faire de reproches, vous savez, le vous n'avez qu'à, il y avait qu'à, etc., qui n'avait jamais servi à rien jusqu'à présent. Il accorde rendez-vous le 13 octobre 92. J'avais demandé à notre secrétaire général de m'accompagner, de ramener lorsque j'exposais les faits, l'expulsion, le tribunal, etc. La sincérité du président Crémer était certaine, mais il n'avait rien à nous proposer. Il me propose cependant de nous aider, d'intervenir, enfin avec un petit sourire, peut-être ailleurs. Quelques jours plus tard, j'ai été appelé par le président de l'aire biomédicale des Cordeliers. Il est ici présent, Marc Gentil. Mis au courant des difficultés par le président Crémer, lui pensait peut-être devoir nous aider. Je rencontrais avec plaisir Marc Gentilini, que je connaissais depuis longtemps, que je voyais plus fréquemment depuis peu à l'Académie de médecine. Nous étions longtemps été l'un des autres candidats. Il avait été récemment élu, peu avant que j'y sois mauvais élu. Marc Gentilini avait été très récemment porté à la présidence de cette UER biomédicale dite des Cordeliers, un peu le fourre-tout après 68. Cet ensemble partageait avec la faculté de Broussais au tel lieu les anciens bâtiments et laboratoires de l'école pratique de médecine de l'autre côté de la rue. Ils appartenaient à Paris 6, alors que de l'autre côté, la faculté de l'université, c'était Paris 5. Singulier découpage 68 ans. Avec son pragmatisme et le sens de l'action efficace, le premier souci du nouveau président des Cordeliers avait été de faire l'inventaire des locaux, des laboratoires, des institutions diverses placées sous son autorité. Il avait eu quelques surprises, dont celle de découvrir ici, en plein Paris, quelques salles inoccupées, des locaux d'enseignement transformés en ateliers, et même un petit amphithéâtre de cours transformé en dépôt d'appareils sanitaires hors d'usage et de toutes sortes de matériaux. Non pas dépôt, dépotoir. Il en était outré. Lorsqu'avec vous, cher Marc Gentilini,
nous avons tenté de pénétrer dans l'amphithéâtre Réveillé, nous n'avons pu qu'entrouvrir la porte et jeter un coup d'œil, car l'amoncellement de lavabo, de cuvettes de pissotière et de WC était tel que l'on ne pouvait pas pénétrer. D'après les quelques indications à la craie qui figurent encore sur le tableau noir que l'on apercevait par l'envoiement de la porte, il semblait qu'aucun enseignement n'ait plus été donné ici depuis au moins 40 ans. Dans ce qui avait été l'amphithéâtre, dédié à l'alpiniste Cruvelier, 1791-1874, l'élève de Duputrin, le fondateur de l'école parisienne d'anatomie pathologique. Les paroles de Margentili. Si vous voulez en disposer, je suis prêt à vous y autoriser. Cela va pour moi dans l'objectif que je me propose. Je poursuis de faire revivre réellement ces locaux du Cordelier avec l'espoir qu'un jour, peut-être, nous récupérons enfin pour la médecine l'ensemble du réfectoire, en ferons une bibliothèque, un centre culturel, médicaux commun. Et vous avez ajouté, cher ami, malheureusement, je n'ai pas un sou pour sa restauration. Si vous voulez en disposer, cela sera évidemment à votre charge. Je le remercie chaleureusement. Permettez-lui sans tarder sa proposition et lui rendre ma réponse au plus tôt. Je ne sais vraiment que penser. Ce pouvait être une vraie solution. À quel prix? Le lieu était prodigieux sur le site même des Cordeliers, il y a quelques mètres seulement de l'amphithéâtre où nous sommes aujourd'hui, occupé par l'unité de langue de la Sorbonne, après qu'elle ait été rendue par les chirurgiens à Louis XV qui avait offert l'Académie royale de chirurgie de l'autre côté de la rue, et qui est devenue l'école royale de dessin. Elle était ensuite devenue école gratuite de dessin. Plus tard, après 68, on y enseignait les langues. Bien entendu, une proposition de le récupérer nous a été absolument refusée. J'étais vraiment en train de rêver, obtenant non seulement l'autorisation de nous installer, etc. Bon, je téléphonais à Jean Frémère pour le remercier. Il me dit qu'il avait tout de suite pensé, qu'il croyait vraiment que ça pourrait être, si on trouvait du financement, l'opération bonne pour l'Académie de chirurgie. Alors il fallait commencer des démarches parallèles, techniques, administratives, etc. J'appelle alors M. Yves Boiret. M. Yves Boiret, il n'a pas pu revenir aujourd'hui, il était invité, et il a dit de transmettre à tous ses sentiments extrêmement fidèles et très habitants. M. Yves Boiret, l'architecte du réfectoire et interlocuteur transitoire et lointain des anciens présidents. Le choix de cet architecte prestigieux était bien prétentieux pour ce modeste projet. Elle est même l'accepter. Il l'accepta au moins de nous rencontrer sur lieu, sur place, le 24 novembre. Alors, à grand-peine, avec lui, nous ferions un chemin entre les faïences brisées, les abattements de poutres, de tuyauterie, et nous découvrons un petit amphithéâtre en gradin étroit sur lesquels une génération d'étudiants inscrit des images ésotériques. La coupole vitrée, c'est pas celle-ci, c'est de l'autre côté, hémicirculaire, est en réalité l'objet de baleines qui pendent avec des oripeaux, etc. C'est dans un état absolument épouvantable. Manifestement, nous découvrons que tout était à refaire. Sous les gradins, Yves Boiret me montre une vieille chaudière à charbon, car modernité, la construction de l'amphithéâtre entre 1890 et 1900 avait comporté ce qu'on mettait à l'époque dans les wagons-lits, un poêle à charbon pour assurer le chauffage central de ce petit local. C'était l'architecte, c'était Gilles. Bon, j'ai vite compris qu'il fallait tenir uniquement à la disposition du volume, puisque ni les murs, ni le toit, ni les fenêtres, ni le sol, ni le plancher ne pouvaient être conservés. Monsieur l'architecte serein dit que les problèmes techniques ne lui posaient aucune difficulté. Il avait déjà eu à les connaître, alors si c'était juste de rendre utilisable dans le réfectoire, distant de quelques mètres, il connaissait parfaitement la station locale de chauffage urbain et les réseaux techniques qui alimentaient les Cordeliers. Sa conviction se trouvait confortée lorsque le chef des services techniques qu'il avait fait appeler car il le connaissait, lui confirme bien que l'amphithéâtre est tout à fait accessible par les sous-sols. Plus j'étais effrayé par l'ampleur des travaux, je veux dire par le coût de l'opération, pour lequel, je vous le rappelle, je ne disposais d'aucun crédit, d'aucune mission formelle du conseil d'administration de notre compagnie. En revanche, j'entrevoyais que peut-être il y avait une solution durable à notre itinérance. Yves Boiret est un homme réservé, de grande distinction. Il n'a pas beaucoup parlé, j'attendais son verdict. Il y a en effet quelque chose de bien à faire ici qui peut répondre aux besoins de l'Académie de chirurgie.
Monsieur l'architecte, accepteriez-vous d'en faire l'étude? Si nous parvenons à trouver le financement, accepteriez-vous d'en assurer la réalisation? Vous savez quelle urgence il y a pour l'Académie à trouver un nouveau local? Quels pourraient être les délais de réalisation? Oui, je vais y réfléchir. Mais pour répondre à votre première question, oui, bien sûr, j'essaierai d'être l'architecte de ce projet, il m'intéresse, d'autant qu'il s'inscrit parfaitement pour moi dans le projet qui était le mien, de restaurer cet ensemble historique des Cordeliers. J'y ai déjà beaucoup travaillé, je vous en parle. Il me montre le mur du fond de l'impasse, vous l'avez écouté tout à l'heure, avec le lierre qui court sur le mur, et me dit, voyez-vous, dans mon projet, l'accès des Cordeliers se faisait par la rue Monsieur-le-Prince. Et là, je plaçais l'ascenseur qui devait donner accès aux étages supérieurs du réfectoire des Cordeliers restaurés, où, je l'atteste, l'Académie de chirurgie devait trouver sa place. Il me montre l'emplacement des fenêtres, alors absentes, ou encore quelques feuilles de plastique flottées au vent. Mais vous avez raison de vous faire d'illusions sur ce projet. Celui que vous avez aujourd'hui est réaliste, espérons qu'ensemble nous parviendrons à le modèle. Un mois plus tard, Yves Boiré retenait l'idée que je lui avais suggérée sur un croquis qu'on faisait ensemble avant de nous quitter, une réunion modulaire au rez-de-chaussée et la bibliothèque en mezzanine. Il m'a envoyé ses premiers croquis, première estimation. Dans ce premier document du 28 décembre 1992, il m'indiquait également que si nous lui en donnions rapidement l'ordre, il pouvait réaliser des travaux dans l'année. C'est que le grand chantier de rénovation du Val-de-Grâce, dont il était chargé, allait bientôt se terminer. Il pourrait sans doute bénéficier de la collaboration des mêmes entreprises. Peut-être même certaines seront intéressées par ce petit chantier privé, c'est-à-dire sans contrainte de temps, sans formalité de délai, d'appel d'offres, sans délai de paiement qu'imposent ces règles d'offre publique. Ça allait leur donner du travail pendant l'été. Alors il a pu hésiter. C'était, je vous l'ai dit, le 28 décembre 1992. J'ai retenu cette date parce que c'était celui du 48e anniversaire de mon mariage. Je m'étais marié le 28 décembre 1944. J'avais 20 ans. Folie déjà, m'avait-on dit. Je ne le regrette pas encore aujourd'hui. Cette autre folie, du 28 décembre 1992, était d'une autre nature, mais finalement, monsieur le président, je ne le regrette pas non plus, puisque grâce à vous, nous sommes ici réunis. Sans tarder, je faisais le rapport à mes fidèles qui tentaient de m'encourager. Claude Kénési, notre trésorier, mais aussi disparu prématurément, me fournit immédiatement les comptes. Je le rencontre avec M. Gallou, conseiller juridique et financier, auquel Jean Nathalie, qui avait été le trésorier, qui avait cédé sa place à Kénési, que Jean Nathalie avait eu la sagesse à laquelle il a eu la sagesse de confier la supervision de la gestion de l'Académie. C'est le cabinet Gallou qui faisait absolument tout. Alors nous avons ébauché un montage financier, autofinancement, subvention à obtenir, parrainage à solliciter, inévitablement emprunt à contracter, mais il ne devait pas, au moins dans mon esprit, être supérieur au loyer fortement réévalué que nous payions depuis un an, personne ne le savait, depuis qu'avait pris fin la brève et bienveillante tolérance durant l'éphémère présidence de Jean-Paul Binet. Des attaques administratives. J'obtiens sans tarder un rendez-vous avec le président de l'Université de Paris 6. Pour la première fois, je monte à la grande tour de Jussieu, qui n'était pas encore désaménanté, le président Jean-Claude Legrand, biologiste des Salpêtrières, avec lequel j'avais longtemps siégé au comité de la commission médicale pour ceux qui de Paris, me reçoit avec une très grande amitié. Et il me donne immédiatement son accord, sans hésiter, en me disant, bien entendu, il faudra signer d'ailleurs une convention à l'université, le fait n'est pas unique, d'autres conventions existent. Il appelle la secrétaire chargée des problèmes médicaux et lui demande de nous montrer déjà ce qui existe pour d'autres organismes, contrat donnant droit à occupation et prestations essentielles, moyennant une indemnisation forfaitaire au mètre carré. Les règles financières sont fixées à l'avance, pas de problème. La secrétaire générale me montre en effet le modèle, je fais un calcul, vous y reviendrons, il n'a pas hésité. La ville de Paris. Eh bien, la ville de Paris, c'est moins facile. Je demande à M. Boiré ce qu'il faut faire, et il me dit qu'il n'y a aucun problème, tout dépend du maire du 6e arrondissement, sur lequel sont situés les Cordeliers. Tout au moins, l'entretien des bâtiments, le clos, le couvert, sont du ressort de la section d'architecture du 6e arrondissement. Ça tombe bien. Je connais bien le sénateur maire François Collet.
Lorsque je présidais la CMC, il était l'adjoint du maire de Paris chargé des sciences publiques, il présidait la commission des finances, j'y étais dans le petit des partis, et ensemble, nous préparions très pleine franchise le budget des sciences publiques, d'autant qu'il considérait impensable aussi, lui, pour la ville de Paris, que l'Académie de chirurgie soit poussée à disparaître. Il me dit qu'il était tout prêt à nous aider. Mais rien n'est simple, dit-il. Et à la ville, je ne vois pas comment nous pourrons tenir la moindre aide dans les délais qui nous sont nécessaires. En ce qui concerne le toit, on pourra peut-être en reparler. Coup de tonnerre, 21 janvier 1993, moins d'un mois plus tard, notre affaire passe au tribunal. Notre avocat obtient, comme il espérait, le renvoi au 2 mars, mais le tribunal confirme l'exécution du congé. Il n'est pas fait obstacle à notre maintien dans le lieu jusqu'au mois de mai, sous réserve d'indemnité, vous voyez, sur la base des loyers précédents. Le 27 janvier, c'est la prise de fonction de président pour l'année. Selon l'usage, je prononce les mots exprimant l'émotion, l'honneur, etc. Et d'emblée, je ne sens cacher la réalité de notre situation. J'exprime ma détermination à relever le défi et sauver l'Académie. Je ne me souviens plus très bien ce qui s'est passé. Je le fis semble-t-il avec vigueur, c'est du moins ce qu'on m'a souvent rappelé. Ce qui valut probablement moins d'attention à l'expression que j'ai pourtant voulu forte, de faire la responsabilité morale de l'Académie dans tous les domaines de la chirurgie et indiquer que l'Académie de chirurgie devait être le centre des rencontres, des échanges de toutes les disciplines, si spécialisées ou spécialisées soit. Enfin, elle devait bien entendu être nationale. Et surtout, aussitôt après la séance, j'avais obtenu une réunion exceptionnelle du conseil d'administration que présidait alors le doyen d'âge, le professeur Sicard. Je veux savoir avec émotion, etc. D'emblée, il rappelle que les 20 ans de promesses ministérielles et municipales dans lesquelles il y a pris une part très importante. J'expose le projet architectural, j'expose le projet financier, la dépense est de l'ordre de 30 000 nouveaux francs, un peu plus, disons 4 600 € d'aujourd'hui, l'affaire paraît jouable. Je propose, comme nous l'avons indiqué, une contribution exceptionnelle de tous les membres. D'emblée, l'un des membres du conseil, le professeur Ferrac de Lille, fait le calcul sur un petit papier et il propose qu'on demande à cette époque, pour tout ce qui concernait des sommes importantes, on parlait encore en anciens francs. Alors M. Ferrac propose que tous les membres donnent 2 000 francs anciens, on vient attendre, 2 000 francs. Contribution de 2 000 francs, 206 membres titulaires, ça ferait 0,9 millions de francs, j'actualise 35 € par personne. J'obtiens l'approbation du conseil d'administration, j'invite chacun à se mettre à la recherche de sponsors et je leur distribue un petit papier qui pourrait admettre les disparitions, etc. Le premier versement vient d'un chirurgien à Strasbourg qui, sans même attendre que le trésorier ait fait l'appel pour sa contribution. Le premier don fut fait par Roger Osselli qui présidait l'Institut des sciences de la santé, plus ou moins en rapport avec les laboratoires de chimie de Bâle. Il était d'une générosité efficace. Puis vint des lettres plus officielles, le maire du 7e arrondissement, Frédéric Dupont, témoigne de l'attention portée à tous depuis longtemps. Le maire du 5e arrondissement, personnage très important, je ne cite personne, promettait un examen attentif. 2 membres de l'Académie étaient conseillers de Paris, vous indiquez qu'il ferait le maximum. Un autre conseiller de Paris, qui avait été président, n'a pas répondu et il ne s'est pas manifesté. Le président du Conseil de l'Ordre, très aimablement, suggère de demander à tous les chirurgiens français l'abandon d'un C, la tarification de base de la consultation. Il dit ça collectera 2 millions de francs. Il est généreux que nous avons abandonné parce qu'on ne voyait pas bien comment on pourrait la justifier, ni même en assurer le recours. Du Figaro, j'obtiens un bel article du 27 février sur la ville de Curel, parlant dans la rubrique Notre patrimoine, soulignant les menaces qui pèsent sur l'Académie de chirurgie. Et puis plusieurs autres manifestations de cet ordre qui font qu'on commence à parler de bicentenaire de l'Académie pour qu'elle ait. Dans le même temps, hélas, nous parviennent les regrets des sponsors habituels. C'est que le ministre de la Santé, M. Telade, a rendu désormais impossible l'aide matérielle des laboratoires. Alors je reçois des lettres comme ça, en raison des mesures exceptionnellement contraignantes, imposées, etc. Nos budgets nous permettent pas, etc. Je m'attendais bien à cette situation. Au milieu des lettres négatives, quelques mots touchants. Les clients du Dr X, si reconnaissants de ses bons soins, et un petit chèque. Plusieurs versements sont adressés par les associations chirurgicales
Bref, l'argent rentré, je demande à Claude Canesi d'ouvrir un compte spécial relogement. Il est convenu que je ne signerai aucun chèque et que seul le trésorier et notre conseiller juridique Gallou supervisaient l'opération. 2 mars, notre affaire est appelée au tribunal. Très virulent, la partie adverse réclame l'indemnité mensuelle portée à 20 000 francs, 3 000 euros. Notre avocat s'efforce de convaincre le président de nous accorder un délai et fait constater la réalité des démarches d'entreprise. Il devient urgent que nos membres prennent leur part, on réunit le conseil d'administration et finalement il est décidé de faire contribuer chacun pour 0,2 millions de francs répartis sur les exercices 93 et non, chacun pour 200 euros. Dès le lendemain, l'huissier se présente devant Raspail pour nous signifier le jugement. Que faire? Se préoccuper au plus vite de l'emprunt. Mais quel cautionnement? Pas même une hypothèque puisque nous sommes propriétaires de rien. L'idée nous vient alors d'obtenir une caution sur d'un meuble, en l'occurrence la bibliothèque. Mais ils n'ont pas la moindre idée de sa valeur. C'est alors que Madame Pouplard entre en jeu. Elle a été très longtemps la première secrétaire depuis le retour. Elle regrette de ne pas pouvoir être ici, mais elle jouait un rôle très important. Elle exerçait alors à temps partiel les fonctions de bibliothécaire. Bien vite, j'avais compris qu'elle était en fait la secrétaire de la secrétaire depuis qu'on avait fait l'acquisition de l'ordinateur dont la secrétaire était totalement incapable de se servir. Madame Pouplard me suggéra qu'elle me dit qu'elle avait la possibilité d'obtenir de la Bibliothèque nationale la liste des experts agréés qui pourraient éventuellement répondre à notre question. Et on choisit alors Michel Bouvier, expert du 14 de Visconti, qui se présente boulevard Raspail. Je lui demande d'estimer la valeur de la bibliothèque. Il me répond qu'il ne peut rien dire sans avoir fait une expertise complète. Je dis simplement, regardez, est-ce que ça ne peut pas même faire servir de caution pour 1 million de francs? Bon, il accepte, tout en me faisant comprendre que ça vaut beaucoup plus que ça, et ça vaut la peine de faire une expertise complète et un catalogue qui sera fait. Rien que dans ce qu'il voyait, il avait déjà relevé 48 volumes d'édition antérieure à 1700. Les événements s'accélèrent. Le maire du 6e arrondissement reçoit de M. Alain Juppé, directeur des finances de la ville, confirmation que la demande d'équipement est bien enregistrée. Il me fait savoir que ça signifie qu'on pourra faire des travaux. Le point est fait avec M. Gallou, il n'y a plus de problème. Il faut faire la tournée des drogues. Alors elle commence, le Crédit Lyonnais, le CIC, le Crédit du Nord. Oh, on écoute poliment de service en service, le directeur de ceci en charge de cela, aucun problème. Oui, mais il faudrait que le Crédit Lyonnais est même venu voir Raspail pour constater la réalité de notre bibliothèque. D'ailleurs, il ne donna aucune réponse. C'est alors que notre ami rémois, Yves Gérard, qui deviendra notre président en 98, m'apporte à une séance du mercredi une lettre que lui a adressée le directeur des finances d'une grande marque de champagne. Professeur d'orthopédie à Reims, notre collègue qui avait acquis une grande réputation, aussi à juste titre d'une considération auprès de l'aristocratie du champagne, et il n'avait pas manqué de solliciter, diffuser parmi eux la petite plaquette d'informations que j'avais remis à chacun. La famille Rousseau, elle mérite d'être citée, y avait été sensible. Et regrettant elle aussi de ne pas pouvoir faire autre chose que ton personnel qu'elle trouvait bien modeste par rapport à ce que le champagne avait l'habitude de faire, elle regrette de ne pas pouvoir faire plus parce que pour la première fois, il y a des mouvements sociaux à Reims qui touchent le monde du champagne. Cependant, la famille Rousseau a informé des difficultés et, les comprenant, ont contacté plusieurs banques rémoises et leur ont demandé de nous présenter les meilleures offres possibles, disent-elles, de financement du prêt sollicité. Je remercie vivement Yves Gérard, mais moins de 8 jours après, nous sommes appelés par le directeur de l'agence de la Société Générale, Boulevard Saint-Michel, tout à côté, qui veut nous rencontrer, se propose d'étudier avec une affaire. La rencontre a lieu avec notre trésorier Canesi, le conseiller juridique, bien entendu, et le directeur, qui nous reçoit beaucoup de positions, mais nous dit le message vient bien de Reims. Le prêt sera consenti dans les conditions que notre conseiller juridique et financier estime avantageuses.
En dépit de son coût inévitable, le remboursement ne dépassera pas, sera même inférieur au montant du loyer actuellement payé. Tout remboursement sera possible et surtout, dit-il, mais il n'est pas question de caution. Le Champagne Prédéraire se porte caution pour cette opération, gracieusement. Ainsi, le logement se fera sans aucun risque pour la bibliothèque, le patrimoine historique de la ville. Alors, sans tarder, le 3 mai, je prends contact au Cordelier avec Madame Goyon, qui depuis quelques semaines et son association culturelle de la ville de Paris occupe le Cordelier, et je lui fais savoir qu'ils ont contacté le directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Nous pourrons d'abord solliciter la présence et la présence du maire de Paris pour la célébration qui aura lieu le 9 décembre 2020. Bien entendu, il hésite un peu, puis finalement, il me fait savoir que c'est d'accord, nous pourrons disposer des coordonnées. Je vous le rappelle, rien n'a encore dépassé le stade du projet, je joue le funambule. J'importe, le même jour, j'informe Jean-Claude Legrand que nous commencerons à offrir la rénovation de l'amphithéâtre. Il m'envoie aussitôt la formulation officielle de son avis favorable, ainsi que le doyen de Bourset et le directeur de l'UR, Fantilini, me fait savoir qu'il est également d'accord, mais que je n'ai encore pas de papier, j'en ai un peu plus peine de venir de Bourset et de Jean-Claude Legrand, le papier officiel, dont j'ai absolument besoin, bien entendu, pour toute la suite de l'opération. Nous sommes au mois de juin, on se trouve depuis 6 mois, rien n'est encore engagé. J'appelle désespérément Ivoiré, qui n'a plus rappeler. C'est qu'il lui manquait les plans du vieil amphithéâtre et ceux du sous-sol, qui étaient soigneusement gardés et qu'on avait refusé de lui donner au secrétariat de la faculté Broussais-Hôtel-Dieu. On finira par les récupérer. Mais il me dit que je n'ai pas manqué je n'ai pas perdu mon temps, pas du tout. Le 10 juin, il me dit, j'ai contacté l'ingénieur divisionnaire d'architecture, c'est d'accord sur le projet. J'ai vu le service technique des Cordeliers, c'est d'accord pour le raccordement du chauffage et l'électricité. J'ai l'accord des entreprises, le Chevalier, la maçonnerie, les charpentiers de Paris, très heureux après avoir quitté le Val-de-Grâce de venir travailler pour vous. Et il me dit, je vous propose comme calendrier des travaux de commencer la démolition le 28 juin, je me rappelle on était le 10 juin, le 28 juin, du 28 juin au 9 juillet, pour ne pas gêner les étudiants à cette période des examens. J'ai absolument peine à y croire, tout ça a été espéré, mais il m'ajoute, cependant, je vais vous rappeler, nous n'avons encore rien prévu pour la bibliothèque. Il devient urgent sans prévu. J'ai vu le chef de cabinet du maire de Paris pour solliciter le patronage d'honneur du maire, je vous l'ai dit. Je lui ai aussi parlé de bibliothèques pour lesquelles j'espérais une subvention de la ville de Paris. Aimablement, devant moi, il décroche le téléphone, il appelle le conservateur en chef de la BH, la bibliothèque historique de la ville de Paris, et le prie de le recevoir, il me reçoit 3 jours plus tard. Dans le cadre magnifique de l'hôtel d'Angoulême, qu'on vient magnifiquement de rénover, qui abrite maintenant la BH, je lui présente le catalogue définitif, magnifiquement établi par Michel Bouvier. Il le lit avec attention, se déclare stupéfait. Vous avez plus de 200 titres antérieurs à 1700 ? Vous avez des livres magnifiques, que puis-je faire pour vous aider à les préserver ? Je lui suggère que si la ville de Paris finançait la bibliothèque, ça nous arrangerait bien, et que, éventuellement, nous pourrions en effet faire figurer copie de notre catalogue sur celui de la BH, qui avait terminé, puisque bien que placé au Cordelier appartenant en propre aux académiciens, la bibliothèque de l'Académie de chirurgie pourrait être accessible aux chercheurs qui s'adressent à la BH, et il serait reçu, bien entendu, très facilement à l'Académie de chirurgie. Alors, aussitôt, il me dit, ce que je peux vous faire, c'est que je vous propose de vous offrir gracieusement mes services techniques pour la conception, la réalisation de votre bibliothèque, et si vous me permettez, je serai heureux qu'elle soit exactement sur le modèle de la bibliothèque de la BH que l'on vient d'achever. Tenez, je vous invite, on va aller la voir. Et il me montre les rayons de la BH, je ne vais pas vous télé, vous l'avez monté au Cordelier, c'est copie conforme de la bibliothèque. Et il avait ce qu'on appelle son directeur technique, son personne, M. Souvrier, auquel il dit désormais, vous voudrez bien prendre contact avec l'architecte de l'Académie de chirurgie pour cette réalisation. Bien entendu, je ne peux pas vous faire l'avance, c'est vous qui la paierez, mais j'ai bon espoir de vous obtenir des crédits pour l'année prochaine. Bon, voilà. Alors, par l'avance, c'est bon. D'accord, oui, mais la verrière, ça ne va pas du tout.
Je vous ai parlé des baleines qui pendaient. L'étanchéité de la part, qu'est-ce que fait? Eh bien, le 12 juillet, François Collet nous fait savoir qu'il a obtenu des services techniques de la ville de débloquer un crédit exceptionnel pour la réfection, le couvert, le clos et le couvert de la ville. Les travaux vont commencer immédiatement, ça sera fini 20 août, le crédit est de 0,18 millions de francs. J'informe à ce moment-là notre premier mécène que les travaux commencent. Le premier mécène, c'était le président d'une grande société industrielle de chirurgie, de matériel de chirurgie, et qui m'avait fait la même remarque concernant l'impossibilité de financer comme il l'aurait voulu, mais qui me promet, dès que ça commencera, de libérer 2 années de suite, 0,1 million de francs. Je suis très heureux, je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il était invité, je crois qu'il y a un représentant de la société Etnor, qui était le premier, le grand mécène, le jour même, Etnor a payé rue Sur-Long, donc ça y est, c'était lancé. Oui, mais c'est très gentil, mais le 29 juin, le représentant de la compagnie Finance Vie se présente au boulevard Raspail pour effectuer la reprise des lieux. Il constate qu'il ne peut pas le faire. Alors, que faire? On va contre-attaquer. Là, mes chers amis, messieurs les présidents, j'ai conscience que depuis un moment, je dis c'est pas du tout pas vantardise, simplement, vous voyez y voir l'expression exacte de ce que fut la solitude de celui qui, à ce moment-là, avait tout sur les épaules et était seul à prendre cette responsabilité. Il est dit, le secrétaire général est absent, la secrétaire générale vient d'en rajouter, Madame Poupard faisait de son mieux. Heureusement, j'avais quelques bons amis, Paul Malvy, qui était président, Jean Nathalie, qui avait été trésorier, toujours présent, Michel Arsac, malheureusement aujourd'hui bien souffrant, et qui était aussi très encouragé, c'est lui qui nous avait ouvert les colonnes de Rotary et quelques subventions, M. Vérac, M. Stoppa, Michel Garbet, qui lui déjà s'était très préoccupé de voir vider Madame C, ce qui n'est pas facile, Michel Lacombe, notre archiviste, qui s'affairait avec les livres, et surtout Kennedy, qui encaissait, payait avec une fidélité absolument parfaite. Il n'est pas manqué de relever que parmi ses collègues que je viens de citer, la plupart, un grand nombre sont disparus. Paul Stoppa, Michel Vérac, Michel Garbet, Claude Kennedy, Michel Lacombe, Georges Servonnet aussi. Nous ne pouvons pas les oublier. Alors c'est au cours de nuit d'insomnie le lendemain de la visite de l'huissier, j'ai écrit au président de la société CFV en lui demandant qu'est-ce que c'est que cette façon de nous envoyer des avocats, etc. On aurait pu s'expliquer. Bref, je passe sur la lettre. Et je lui demande de bien vouloir réenvisager les modalités de notre présence, et je me prête à venir le rencontrer. Ça ne tardera pas, il me convoque le 8 juillet à midi. Prise de contact extrêmement difficile. Président très ferme, très fermé. Il justifie d'emblée sa position vis-à-vis de la société propriétaire dont il défend des intérêts. Il me confirme bien l'intervention personnelle de leur président directeur général David Veil. Mais surtout, sans tarder, il déplore l'inertie, les réponses négatives de l'Académie de chirurgie qui l'ont conduit à utiliser la voie juridique. Il ouvre un bureau, je tremble, et il me sort la fameuse lettre de la secrétaire générale où je lis « Que voulez-vous que j'y fasse ?» Et il me dit « Voilà, ainsi, Monsieur le Président, j'ai le droit de vous expulser dès maintenant. » Ce qui a un tout petit peu, si mon départ, elle pourrait bien voir si le départ était vraiment prouvé, je m'indique, Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude d'être traité de la sorte, une lettre de Monsieur l'architecte en chef des monuments historiques vous suffirait-elle? Le ton monte à nouveau, et finalement, je lui dis, Monsieur le Président, j'ai la certitude de notre déménagement, que notre déménagement est tel, cette certitude est telle que nous préparons la manifestation qui, en décembre, sous la présidence d'honneur du maire de Paris, nous fera commémorer les 3 dates. La destruction de l'Académie de chirurgie en 1794, sa restauration en 1843, son retour en 93, il vous appartient de savoir si vous souhaitez que le nom de votre société figure sur la liste des destructeurs de l'Église catholique ou sur celle des bienfaiteurs. Pas besoin de vous dire que le climat n'était pas bon, je me retire sur la poignée de pied. Il n'attendait pas cette conclusion, j'ai pris congé. Le 20 juillet, l'architecte envoie la lettre confirmant bien entendu ce qu'il en était. Et quelques jours plus tard, le 19 août,
le président de la CFV m'envoie une proposition de protocole d'accord. L'Académie restera Boulevard Raspail jusqu'au 31 décembre 1993, au plus tard, s'oblige irrévocablement à libérer les lieux de sa personne de tous ses occupants, de son chef et de ses meubles au plus tard le 31 décembre, s'oblige à payer jusqu'au 31 décembre l'indemnité d'occupation mensuelle du montant égal au dernier loyer quittance, etc. La compagnie suspend l'exécution du jugement rendu le 30 mars par le tribunal d'instance de Paris. En conséquence, l'Académie ne sera pas tenue à régler, à compter du 1er juillet, l'astreinte quotidienne prévue dans le jugement. Ainsi, M. Moreau et la compagnie CFV ont choisi d'être touchés sur la exhibit affectaire. Ils le furent. Ce dont je donne l'assurance sur une lettre de remerciement que je joins au protocole immédiatement signé, qui lui est adressé le 25. Alors, est-ce que c'est fini? Non, je pense que j'abuse de votre temps, mais je ne peux pas vraiment vous priver d'un des derniers épisodes qui, alors, c'est quoi? C'est le roman policier, c'est l'affaire Elias. L'affaire Elias, il s'agit d'un homme de couleur qui est logé dans l'appartement. Dès la rentrée de septembre, présentant que tout n'était pas clair boulevard Raspail, j'avais interrogé Madame la secrétaire sur la situation exacte d'Elias. N'est-ce pas lui que désigne le nouveau protocole libérer les lieux de tous ses occupants de son chef? Tout va-t-il capoter pour cette affaire Elias? Alors elle me dit, Elias assure quelques heures de ménage, une vague surveillance, mais selon quel contrat? Elle ne sait pas. Elle va chercher. Mais j'espère que son logement est bien lié à son travail, elle ne sait pas. Dès maintenant, car le temps presse, il faut entreprendre avec notre conseiller financier juridique M. Gallou le processus régulier du licenciement d'Elias. 2 mois de préavis, ça presse. Vous savez, le petit Elias ne veut pas partir. Mais qu'occupe-t-il exactement dans l'appartement? Oh, vous savez seulement les pièces du fond, la cuisine, la salle de bain, la chambre. Cette petite femme est si gentille et leur enfant si gracieux. Je vais exploser. Ainsi, on a laissé s'installer une famille avec un enfant en bas âge. Il va être impossible de les faire partir. C'en est trop. Comment a-t-on pu laisser prendre un tel risque à l'Académie? Vous savez, Elias a déposé une demande à la mairie, mais il n'y a pas encore de réponse. C'est difficile dans ce quartier. Pourquoi? Mais oui, il tient à rester dans ce quartier, il se plaît beaucoup. Il y a aussi l'école, où le petit a ses habitudes. Par bonheur, le contrat d'Elias est bientôt retrouvé. Signé en mai 90, c'est un contrat de travail au pair qui ne fait pas apparaître du tout de la présence d'une famille. Et en tout cas, la jouissance est exclusivement exclusive rémunération du travail, aucun droit maintenant dans les lieux, donc ça c'est correct. Donc on va mettre en œuvre la procédure d'expulsion. Lettre de licenciement, puis les accusés de réception reviennent. J'avais immédiatement écrit à M. Frédéric Dupont pour lui demander s'il ne pouvait pas aider à satisfaire la demande d'Elias qui avait déposée au 7e parce qu'il aimait bien le quartier. Et le M. Frédéric Dupont, qui connaissait notre dossier par cœur, me répond regrettant, mais en m'envoyant un formulaire disant qu'il allait tout faire, si je veux bien remplir le formulaire, il y aura un appartement pour Elias. La secrétaire le transmet. Le lendemain, j'entends la secrétaire me dit, vous savez, Elias est décidé à partir. Ah, très bien. Oui, mais il faut lui payer la caution de 2 chambres qu'il a trouvées en liquide, soit 8 à 12 000 francs. Le lendemain. Mais il ne peut aller que dans un meublé de banlieue, vous comprenez que cela n'est pas possible, ses meubles, ses affaires et l'école du petit. Une autre fois, la solution pour Elias serait que l'Académie loue pour lui un appartement dont il serait sous-locataire, c'est qu'il travaille à Pantin à la Poste. À la Poste. J'appelle aussitôt la secrétaire, l'assistante sociale générale des télécoms. La réponse est immédiate. Vous savez, quand c'est le président de l'Académie de chirurgie qui parle, la réponse est immédiate. Non, écoutez, M. Elias n'est pas titulaire, il n'a pas bras au poignet du tout, mais nous allons le convoquer. Je me propose de mettre moi-même le papier au maire du 7e, puisqu'il n'a plus qu'à signer la demande de logement. J'interroge la secrétaire, qui joue si bien le rôle d'avocat de notre employé au père. Vous savez, me dit-elle, sa petite femme est partie. Et le petit aussi. Ah! Oui, il n'a pas voulu remplir le papier d'enquête de la mairie. C'est que les papiers de la gentille petite femme n'étaient pas non plus très en règle.
Et dans ces cas-là, il faut peut-être parfois ne pas trop insister quand on est sans papier. Je parviendrai à réduire l'indemnité exorbitante réclamée pour Elias par sa bienfaitrice. Nous ne ferons pas obstacle au choix qu'il a fait de quelques-uns de nos vieux canapés, sur lesquels il a souhaité son dévolu. Elias est parti, l'appartement sera libre comme prévu. Alors, c'est l'euphorie, tout va bien. En moins de 2 mois, le chantier a avancé à grands pas. Nos bibliothèques sont en réflexion par le village de Paris. Nous avons la satisfaction de retrouver des documents officiels égarés. Côté finance, ça va bien. Le baron Guy Mécène a dit, et reconnaissant de l'un d'entre nous, a ajouté sa contribution. Une bonne nouvelle de la ville de Paris, que j'ai pu contacter, vous voyez comment, par le député maire de Brive. Le député maire de Brive, M. Murat, me fait savoir qu'il a déjeuné avec Jacques Chirac et que le maire, le maire vient d'envoyer une lettre qui ressent toute son attention à la situation de l'Académie de chirurgie. Je dois vous dire que M. Murat était précédemment à la tête d'une grande firme de matériel chirurgical, Robert et Carrière. Je l'avais alors dit, c'était Robert et Carrière. Je l'ai bien connu. Et M. Murat, effectivement, nous avons obtenu un rendez-vous avec le secrétaire général de la mairie, Jean-Michel Hubert, que je vois le 29 septembre. Le monde est petit, j'ose avec plaisir, lorsqu'il est arrivé 20 ans plus tôt, d'être au cabinet ministériel de Michel Poniatowski. C'était côte à côte avec un autre conseiller, Jean-Michel Hubert, un brillant ingénieur des lignes et des télécoms. Et Jean-Michel Hubert me raconte immédiatement que 0,3 millions de francs sont ainsi au budget pour nous en 80-81. Voilà, ça va bien. Je porte de se terminer. Le 23 septembre, le président de l'université me demande de me rendre à nouveau à la Tour Jussieu. Cette fois, c'est pour signer le projet de convention, établi pour 30 ans, comme je vous avais dit. Je vous ai parlé d'une indemnité par mètre carré pour la fourniture des prestations. Je l'ai mis en euros, 13,27 €. Bon. Alors tout ça va très bien, c'est trop beau. Le jour même, la secrétaire générale chargée des problèmes médicaux de Paris 6, celle qui m'avait vu le premier jour, souhaite me voir de toute urgence. Une difficulté sérieuse de dernière heure, bien sûr. Écoutez bien. Elle vient d'être appelée par la direction du domaine privé de la ville de Paris, sous la direction d'une certaine Madame B, qui s'étonne que les travaux aient été entrepris sans autorisation dans des locaux qui appartiennent à la ville de Paris, quand même ils seraient affectés à l'université. Alors je résume rapidement à Madame Le Sourd, la secrétaire de grand les papiers, je vous donne des photocopies de toutes les signatures ministérielles partout, et elle prend avec moi un rendez-vous au téléphone avec cette fameuse Madame B. Et Madame B au téléphone me rappelle, tenez-vous bien, la convention de 1875 qui régit toujours les liens entre la ville de Paris et la faculté. Elle s'inquiète de l'utilisation des locaux relevant de cette convention, réfectoire et autres, par une instance autre qu'enseignante. Elle remarque qu'aucun permis de construire n'est régulièrement demandé. Elle conteste que pour une adjonction de 69 mètres carrés, il n'y a pas de permis de construire. C'est qu'elle a bien vu que le mezzanine avait augmenté de 40 mètres, car si ça n'avait été que 20 mètres, il n'y avait pas besoin de permis de construire. Je fais valoir que c'est l'ingénieur de la ville qui a réglé tous les problèmes. Je n'arrive pas à la convaincre. Et je la cadre absolument d'une série de propos, de mots. Je cite toutes les décisions ministérielles réitérées, je cite tous les noms les plus fameux, Alain Savary, Alice Saunier, c'était que sais-je. Et dans l'heure, je faxe la copie des lettres vêtues des signatures. Vous n'entendrez plus parler de la dame, mais bientôt, on me demande bien entendu de voir, la ville de Paris demande que ces contrôles techniques viennent s'assurer de la qualité de la chose, mais en même temps, le texte dit la ville de Paris entend participer en apportant d'aide financière au relogement de l'Académie de chirurgie dans l'amphithéâtre Cruvellier, si dans l'école de médecine dite des Cordeliers, afin de doter cette association de locaux dignes de son nom. La convention prévoit que, conformément au projet présenté, le bénéficiaire accepte la ville de Paris effectue par le 27 représentant qualifié le contrôle de conformité. Je peux vous dire, ça nous coûtera encore à l'époque 10 000 francs, mais nous avons une subvention 3 fois supérieure. Alors, voilà, nous sommes tout à fait satisfaits, puisque tous les risques sont levés pour l'Académie. L'Académie a signé en bonne et due forme une convention avec la ville de Paris, propriétaire des locaux.
Les travaux ont été effectués avec l'agrément de l'architecture de la ville. Nous recevons le certificat de conformité. L'Académie a signé avec l'Université Paris 6, c'est-à-dire l'Éducation nationale, c'est-à-dire l'État. Elle dispose d'une convention paritaire. Oui, il restait encore l'Éducation nationale. Et à ce moment-là, heureusement, l'enquête de l'Éducation nationale, un instructeur vient, quelle chance, il a été un de mes collaborateurs au ministère de l'Enseignement supérieur à une autre époque, il ne peut que féliciter de l'installation, s'en étonne, et me dit, mais l'Académie est tout à fait inscrite sur le ministère de l'Éducation nationale. C'est que personne n'avait encore retrouvé le papier, le fameux sésame qui manquait, à savoir que nous avons le papier de l'enseignement supérieur indiquant que l'Académie est bien immatriculée au fichier central des établissements gérés par le ministère de l'Éducation nationale et secrétaire de l'Université depuis 1977. Alors voilà, c'est terminé. Tous les entreprises ont respecté les délais, les finitions ne sont pas retardées. L'inauguration commémoration fastueuse, parce que c'est la ville de Paris qui a payé l'installation complète et la décoration florale des Cordeliers. Une réception offerte par le SNITEM qui n'avait pas pu donner autre chose que d'assurer la réception. J'ai oublié de dire, pour ceux qui s'intéressent à Eurofutur, qu'au lendemain du jour où Equinor avait versé sa cote son obol, Eurofutur qu'il avait refusé l'a immédiatement envoyé. Donc tout va bien. Le 15 décembre, je fais remettre au représentant de la compagnie financière des quais des 26 dollars à Spaille, il y a 20 ans de cela. La vieille dame que l'on disait à la rue et mourante est désormais bien logée, elle va pouvoir guérir et revivre. Grâce à vous tous, messieurs les présidents, messieurs les secrétaires généraux, chers amis, tels que nous travaillons une nouvelle jeunesse, vous en témoignez aujourd'hui. Je vous en remercie encore. Je pense qu'on peut remercier Professeur Denis Pellerin de la qualité de ce roman passionnant du retour de l'Académie nationale de chirurgie au Cordeliers.